Bonjour et bienvenue sur le podcast Contraste. Ici, on parle de spiritualité et de conscience, entre visible et invisible. Tout ce qui sera partagé ici est le fruit d'un regard subjectif, de l'expérience et du questionnement ouvert. Il y aura parfois des sujets nuancés et parfois moins. Je vous laisse libre de cette écoute et de vos propres questionnements. Aujourd'hui, je vous parle des contrats d'âme ou des contrats karmiques. Un sujet évidemment passionnant, évidemment difficile à prouver, quantifier sur des bases scientifiques. Néanmoins, le regroupement d'informations, la mise en commun d'expériences induites par la vie elle-même, par les expériences de chaque être humain sur Terre, et aussi par des expériences dites de conscience élargie, modifiée, ou en tout cas état de conscience non ordinaire, nous permettent aujourd'hui d'avoir beaucoup d'informations à ce sujet et de pouvoir aujourd'hui en parler assez librement. Pour poser le cadre, je vais déjà vous parler de cette croyance populaire et je vais vous en fournir une image. À la base, il semblerait, je parle au conditionnel puisque il n'est là à faire que de croyances subjectives et d'expériences subjectives, même si beaucoup de mises en commun ont pu être faites à l'heure où on parle. L'image populaire, ce serait la source dans laquelle toutes les âmes sont, et de cette source se distillent plusieurs âmes. Alors ces âmes vont comme organiser un grand conseil des sages et vont décider du plan d'incarnation terrestre et de toutes les multipotentialités offertes à vivre sur Terre pour expérimenter. J'aimerais aussi vous partager que malgré ma fonction de médium aujourd'hui à titre professionnel, je n'avance jamais des vérités telles que celle-ci parce que j'ai bien conscience que je suis aussi impactée par tout un tas de croyances qui m'appartiennent personnellement, qui appartiennent aussi à mon monde inconscient, mais aussi au monde collectif dans lequel j'évolue. Et de ce fait, même si je le pense aussi, eh bien, je vais apporter toutes les nuances possibles à cet épisode pour pouvoir vous transmettre également ce que j'en pense. Et ce que je trouve aussi parfois dangereux dans ces concepts très répandus aujourd'hui. Donc je ne sais pas si tout cela existe réellement au sens de la réalité terrestre, parce que c'est quand même très difficile de faire avaler cette information-là à une personne qui n'est pas dans le domaine de la spiritualité ou qui a un regard très pragmatique, voire cartésien de la dite chose. Alors je vais vous en donner une définition que je constate régulièrement lors des séances. C'est que les contrats d'âme, ce serait comme des retrouvailles, des rencontres fortuites parfois, où on pourrait avoir la sensation aussi qu'elles sont arrangées, comme un heureux hasard par lequel deux personnes, deux âmes viendraient à se rencontrer. Alors on a bien sûr les deux penchants de ces rencontres, soit c'est fait de douleurs, de blessures, de traumatismes et tout ce qui va bien, soit c'est fait de joie, d'amour, de rencontres incroyables et de choses inévitables. Et par là, j'aimerais aussi dire que oui, quand on s'incarne dans une famille, il y a une sorte de karma. Et quand on s'incarne et qu'on vient rencontrer une autre personne, notamment dans la sphère du couple, il y a aussi quelque part une sorte de contrat. Un petit truc qui nous dit « c'était écrit ». Alors j'ai cherché un petit peu plus loin que d'habitude et je me suis penchée vers le bouddhisme. Dans le bouddhisme, il n'y a pas d'âme fixe en tant que telle, et donc pas forcément de contrat au sens strict du terme. Donc là où, en Occident, nous avons une vision qui parle d'âme qui choisit et qui planifie, dans le bouddhisme, c'est très différent. C'est comme s'il n'y avait pas d'âme fixe. Il y a une sorte de flux, un mouvement et une continuité d'expérience, mais pas forcément de quelqu'un qui décide tout à l'avance. Et je trouve que c'est une vision apaisante, dans le sens où il y a quand même une forme de libre arbitre intéressant à observer, comme une forme de continuité de processus
dans lequel il y a une quantité infinie d'expériences à vivre, et là on parle aussi du karma et du vipaka, dans lesquels nous allons pouvoir expérimenter la matière, mais aussi des états modifiés de conscience ou non ordinaires, par lesquels nous allons pouvoir connecter avec notre chemin d'incarnation, mais aussi de pouvoir le rendre accessible dans la matière et de constater ses effets soit immédiatement, soit à travers d'autres personnes ou nos écosystèmes, notre nature, etc. Et maintenant que je vous ai donné un peu les deux points de vue qui semblent opposés, eh bien je vais tenter d'en faire un rapprochement. Je trouve qu'aujourd'hui, le terme contre-Adam est une façon qui permet à l'humain de trouver du sens. Et notamment, ces termes-là, contre-Adam, contra-karmique, arrivent assez régulièrement en haut de la liste des moments de grande souffrance ou d'incompréhension. Alors l'humain va faire tout son possible pour tenter de se rassurer, de rationaliser et de sortir cette fameuse phrase, maintenant certains et certaines me connaissent, le fameux « tout est juste ». Alors même si parfois cette phrase me fait un peu grincer des dents parce que j'en ai aussi l'envers du décor étant professionnel de ce milieu-là, j'aime à dire aujourd'hui que tout est chemin, ce qui rejoint plus facilement la vision bouddhiste. Et cette notion de tout est juste aurait aussi, en tout cas sur certains êtres humains, cette faculté de rassurer et de confirmer que rien n'arrive au hasard. Sauf que, entre humains consentants, entendons-nous bien, parfois il y a des situations qui ne justifient en rien la violence, la souffrance et tous ces états que nous connaissons très bien, toutes ces étapes de chaos dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, dont on peut absolument se sortir en ayant une conscience élargie, en ayant du discernement et en ne tombant pas dans des biais cognitifs ou des biais de confirmation trop simplistes. Alors je sais qu'à la lecture de ce podcast, en tout cas à son écoute, eh bien certaines seraient peut-être déçus du fait que je ne transmette pas des lieux communs sur les contrats d'âme, sur les contrats karmiques, mais je ne peux pas faire autrement que qui je suis et ma fonction principale dans ce podcast, c'est de vous donner tout ce que je retranscris, tout ce que je comprends de cet univers invisible et d'aller à la rencontre et explorer ces univers très humains, très incarnés, mais qui ne comprennent pas toujours le pourquoi du comment. On en revient bien au sens de ce qui nous arrive. Et avec le bagage que j'ai au niveau éducatif, au niveau psychologique, au niveau des formations et des initiations que j'ai pu faire, je me rends compte qu'il m'arrive d'avoir moins la vision contre-Adam, entre guillemets, on était censé se rencontrer, mais plus l'autre lecture qui dirait « les conditions créent la rencontre ». Et cette vision-là, elle n'est pas sortie de nulle part. Je suis aussi pratiquante en constellation familiale, systémique et chamanique, et de ce fait, j'ai lu énormément de choses concernant le transgénérationnel, l'épigénétique, nos héritages inconscients ou transmis de façon consciente, et je ne peux que dire que, parfois, les conditions créent la rencontre. Sans oublier qu'il y a aussi des rencontres qui étaient écrites. Donc j'arrive à penser les deux. Rien ne s'oppose à cet endroit-là. Ce qui m'intéresse beaucoup dans cette transmission d'informations sur le contrat d'âme, les contrats karmiques et tout ce qui s'ensuit, c'est cette relation à la loi d'interdépendance, dans laquelle nous fonctionnons tous ensemble dans un système commun, psychoéducatif, corporel, émotionnel, spirituel, énergétique, où parfois je pourrais être amenée à penser que c'était écrit, et à d'autres moments, je m'hasarde à penser que la vie, encore une fois, c'est comme une recette. 2 êtres humains, 2 saveurs différentes, un plat. Encore d'autres êtres humains, d'autres saveurs différentes, un autre plat, un autre goût. Et c'est cette loi d'interdépendance qui, je l'avoue, parfois m'a donné du fil à retordre dans sa compréhension globale, aujourd'hui fait sens. Si l'on entend par interdépendance le fait d'être
dépendant, alors oui, il y a bien des schémas qui se remettent en place de vie en vie, si on croit à cette réincarnation successive de nouvelles vies ou d'une vie continue ou d'un processus. Arrangez-vous avec votre propre ressenti et votre propre croyance. Et je remarque que rien que ce mot, interdépendance, en ferait frissonner d'un et en attirerait d'autres. Parce que je constate aussi, j'ai les mêmes réseaux sociaux que vous, qu'aujourd'hui, il est demandé une hyper-indépendance aux femmes pour retrouver souveraineté, choix, etc. Et surtout de ne plus se laisser enquiquiner par des mâles dominants. Voilà, on pose les termes aussi ici. Or, ce que je remarque, c'est qu'il n'y a plus de lien à un moment. Alors, je ne suis pas là pour dire qu'il faut être dans l'hyper-indépendance ou dans la dépendance ou dans l'interdépendance. Je ne fais qu'à poser mon point de vue et ma propre expérience. Ce que je sens et ce que je sais de la vie, c'est que tout seul, on va peut-être un petit peu plus vite, mais à plusieurs, on va peut-être un petit peu plus loin. Chacun y verra son intérêt. Et que, évidemment, il n'est pas entendable pour quelqu'un qui a énormément souffert de lui dire « en fait, il va falloir que tu te remettes en lien avec les autres et peut-être que tu te remettes en couple et peut-être que tu fondes une nouvelle famille parce que c'est trop prématuré à certains endroits, tellement le traumatisme est encore présent. » Donc, en cela, aucun jugement. Il n'y a que l'expérience qui compte, il n'y a que le ressenti qui compte et ce que ce processus transformationnel très profond est en train d'induire. Et ce que je voudrais partager par là, sur le sujet de l'amour, qui est un sujet qui touche tout le monde, j'ose le dire aussi, eh bien, il ne peut y avoir amour que par le lien. Avec toute la dose de courage, de foi et de vulnérabilité que ça demande, je comprends que parfois on n'ait pas envie de retourner dans le monde de l'amour, de la relation, d'avoir des rendez-vous ensemble, de continuer, de créer de nouvelles histoires. Et pourtant, c'est exactement à cet endroit que la foi peut à nouveau s'instaurer dans nos vies, de croire encore en l'amour, de croire encore dans le lien entre les êtres humains. C'est ça qui va faire la différence. Alors pour en finir sur cette interdépendance, je dirais que ma définition, c'est une co-création. Une co-création qui n'est pas toujours consciente, mais qui, quand elle le devient, permet de faire de nouveaux choix, de nouvelles rencontres, parfois plus alignées, plus justes pour soi. Et j'entends tous ces discours qui disent « j'ai beau essayer, je tombe toujours sur les mêmes cas », toujours les mêmes bandits, toujours les mêmes femmes désabusées par l'amour et qui ont tendance à faire souffrir, toujours les mêmes hommes qui soumettent les femmes, continuent à les humilier, à avoir une vision violente de la femme et du couple. Oui, j'entends, oui, bien sûr que ça existe encore. Et je ne vous cache pas que je n'ai pas d'espoir sur le fait que ça s'arrête un jour. Et là, je fais appel à votre responsabilité personnelle. Mis à bas cette culpabilité qui dirait que tout est de votre faute ou ce qui vous est arrivé est de votre faute, on en revient à la co-création et aux conditions qui mènent à l'expérience. Et si le sujet paraît assez léger, entre guillemets, j'aimerais aussi apporter une nuance à ces femmes, ces hommes, ces enfants, en tout cas ces êtres humains qui furent des enfants à un moment, et qui ont vécu des choses innommables, insupportables, impensables pour tout être humain, normalement constitué. J'aimerais simplement vous rappeler qu'à partir d'un certain âge, nous avons conscience. À partir d'un certain âge, nous pouvons prendre nos responsabilités. Mais avant cet âge-là, nous sommes pris en charge par des adultes. Nous sommes sous la responsabilité d'autres adultes et qu'il n'y a aucunement lieu d'y avoir culpabilité sur ce qui nous est arrivé de notre plus petite enfance à notre capacité de faire des choix. Et ceci, je le constate au sein des constellations familiales et systémiques, de façon quasiment systématique, à quel point les événements passés traumatiques peuvent encore impacter aujourd'hui nos relations, à quel point la culpabilité et la honte d'avoir vécu des événements violents peuvent encore aujourd'hui
nous enlever cette responsabilité de rendre à l'autre ce qui lui appartient pleinement. Et j'entends par là que chaque époque est différente, chaque contexte est différent, chaque parent est différent, avec sa propre histoire et la façon dont il a été élevé, éduqué, sociabilisé même, j'aime dire. J'aimerais simplement vous rappeler qu'il ne faut pas couper le processus de pardon dans sa reconnaissance. Je m'explique. Nous pouvons avoir affaire à des événements traumatiques survenus dans la petite enfance, par exemple. Et avec l'âge que nous avons aujourd'hui, dire de nos parents, de nos aidants, de nos proches, les pauvres, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ils ont été éduqués comme ça, ou c'est comme ça que ça se faisait avant. Certes. Seulement, entre celui qui a ce discours mais qui a réussi à ouvrir cette boîte de Pandore avec son parent ou avec l'environnement familial concerné, et celui qui va tout de suite utiliser cette phrase de « le pauvre, la pauvre, elle ne savait pas », il y a une nette différence. Parce que dans un cas, l'histoire est posée, tranquillisée, apaisée, les mots ont pu sortir du cœur, sortir littéralement du corps, et la compréhension, le pardon peuvent arriver. Et dans l'autre cas, il y a une coupure, une rupture entre la reconnaissance de ce qui a été vécu et la remise de responsabilité aux parents référents à ce moment-là. Et une ouverture vers le pardon, vers l'apaisement et vers la reconnaissance de son propre parent en tant que tel et en tant qu'adulte qu'il a été à ce moment-là. J'espère que je ne vous ai pas perdu dans ces explications parce que ce sujet me tient à cœur, ayant moi-même vécu des choses traumatiques dans ma petite enfance. Aujourd'hui, je sais faire la différence entre un être humain qui a posé, tranquillisé, apaisé et qui a accès au pardon. Et par là, je voudrais aussi transmettre que le pardon n'implique pas nécessairement la réconciliation. Le happy ending n'est pas toujours possible. Mais ce qui est possible, c'est de s'exprimer, c'est de dévoiler le secret du cœur, de tout ce qui est à l'intérieur et qui, non exprimé, finit par pourrir. Et l'image qui me vient est une transmission chamanique, une phrase toute simple, qui s'appelle la langue noire. Et cette langue, étant directement reliée au cœur, si le cœur est plein de secrets, plein de violence, non exprimés, eh bien la langue devient noire. Et je vous laisse imaginer la suite dans vos relations. Alors, nos responsabilités communes sont celles de reconnaître, d'accueillir, de déposer, ensuite peut-être pardonner, et pourquoi pas, si c'est permis, si c'est autorisé pour vous, si c'est juste pour vous, de vous réconcilier, rien qu'avec vous-même. J'en reviens donc au sujet de base qui est celui des contrats d'âme, des contrats karmiques. Je ne vous le cache pas, c'est un sujet qui, quand je ferme les yeux et que je me concentre, est très vaste, très varié et à la fois très simple. Et en cela, bien sûr, on pourrait exprimer le fait qu'un couple est une rencontre d'âme, une famille est une rencontre d'âme, mais je vous prie de ne pas laisser de côté ces rencontres fugaces, ces rencontres d'un instant, de quelques minutes, une conversation partagée, un silence partagé avec une autre personne, une autre âme, qui va nous marquer profondément pour toute notre vie. Ça m'est arrivé, à titre personnel, plusieurs fois dans ma vie. Des rencontres d'1 heure ou 2 avec des personnes d'autres pays, souvent, c'est comme ça que ça se passe dans ma vie, où elles gardent encore une empreinte aujourd'hui. Je me souviens d'une rencontre au Canada avec un guide qui était plus qu'un guide touristique. Je me souviens de cette rencontre avec un prêtre et un homme médecine au Mexique. Nous n'avons partagé qu'un café, peut-être une pratique, et il marque encore aujourd'hui ma vie. Je me souviens d'un prêtre, d'un cheikh en Égypte, avec lequel il s'est passé une re-rencontre merveilleuse. Et rien qu'à l'idée d'en parler, je sais que j'ai accès à cette énergie d'amour, même si nous ne nous connaissons pas personnellement. C'est en cela que je reconnais un contrat d'âme, ou en tout cas une rencontre karmique. Et soyez-en certains, certaines, parfois, il vous suffit de penser à quelqu'un pour ressentir cette énergie d'amour, ou tout l'inverse. Et ceux-là aussi sont très formateurs, sont très transformateurs. Alors,
Peut-être que nous pourrions laisser tomber quelques instants le mot contrat, mais plutôt rencontre d'âme, et de tout l'immense processus, parfois très inconscient, que cela va induire. Donc aujourd'hui, je me plais à dire que sur ces rencontres d'âme, ce qui compte le plus, c'est ce que ça transforme en soi. Et que la compréhension de cette re-rencontre, ou de cette rencontre tout court, passe essentiellement par le vécu. Et voici aussi pourquoi parfois c'est un réel danger de tout catégoriser dans des boîtes contrat d'âme. J'ai eu affaire à des situations vraiment dangereuses pour l'être humain qui venaient à ma rencontre pour demander la connexion, le contrat d'âme qu'elles étaient en train de vivre avec une personne. Bien souvent, c'est dans la sphère sentimentale. Et je suis encore terrifiée d'avoir entendu tous ces concepts nouvelle génération tels que les flammes jumelles et encore d'autres joyeusetés. Alors je ne suis pas en train de dire que les flammes jumelles, etc. n'existent pas. J'ai juste un regard différent parce que j'ai eu encore une fois l'envers du décor et je me suis rendu compte que je vais prendre cet exemple-là typique qui est celui des flammes jumelles, à quel point il y a eu un immense business autour de tout ça, mais aussi des promesses inatteignables qui auraient plutôt tendance à enfermer les personnes dans ce genre de relation, plutôt que de les aider à sortir, à retrouver leur pouvoir créateur, leur souveraineté, et de pouvoir, à terme, se remettre en lien correctement, avec plus d'apaisement, avec d'autres êtres humains. Et je vous dois quand même une forme d'honnêteté intellectuelle sur le sujet. Je ne suis pas la personne qui va chercher à tout prix à démonter tous ces concepts, à convaincre l'autre qu'il n'est pas en relation avec sa supposée flamme jumelle, puisque ça reste un concept que personne ne peut confirmer, mais c'est d'attirer des points de vigilance, des points d'attention, des appuis tangibles, et où il est important dans ces moments-là, lorsque l'on pratique la médiumnité, lorsque l'on pratique l'énergétique et qu'on a affaire à ces personnes-là, de voir et de faire comprendre aussi, pourquoi pas, l'immense souffrance qui est en train de se rejouer en permanence et l'immense schéma de dépendance qui est encore en train de se mettre en place avec ce concept-là. Les plus curieuses et les plus curieux iront voir sur Internet ce qu'est une flamme jumelle, je ne vais pas refaire toute l'histoire. Mais pour vous donner le tableau de façon très simple, il s'agit de deux personnes qui auraient fait partie de la même cellule cosmique, voilà, comme des jumeaux finalement, et qui viendraient réexpérimenter dans la matière pour se retrouver. Et donc, je vous le donne en mille, au sein des flammes jumelles, il y a un runner et il y a un chaser. On appelle ça celui qui court et celui qui se fait courir après. Vous imaginez bien le cercle totalement non vertueux qui est en train de se remettre en place. C'est-à-dire que ça donne toute légitimité à celui qui s'en va, qui a la blessure du rejet pour fuir, ghoster, ne pas donner d'explication, voire même mentir à certains moments, ça rend légitime sa posture, et je vous le donne en mille aussi, ça permet de légitimer la relation de dépendance, d'humiliation répétée par la personne qui court après l'autre. Alors je sais que c'est pas forcément une vision très sympa que je suis en train de donner ici. Il y a probablement des personnes qui vivent des relations de cet ordre-là, je l'entends. Ce que j'ai constaté après toutes ces années aussi, c'est qu'il y a beaucoup de bullshit, il y a beaucoup de choses qui sont vendues autour de ça. Il y a un vrai business qui représente plusieurs millions d'euros, de dollars, même si on veut aller jusque-là, autour de ces concepts-là. Donc, la seule chose que je puisse vous dire dans ces moments-là, si le sujet vous intéresse, c'est de garder votre discernement, de reprendre votre responsabilité et surtout de ne jamais justifier des relations qui impliquent de la violence, quelle qu'elle soit, physique, verbale, émotionnelle, spirituelle et énergétique. Malgré tout, si on a envie d'aller un peu plus loin dans ce concept-là, la réunion entre les jumeaux cosmiques, les flammes jumelles, moi j'aime bien les appeler les chalumeaux cosmiques, c'est de pouvoir, pourquoi pas, se re-rencontrer, mais pas forcément dans la matière. C'est d'arriver quand même à travailler sur les blessures, faire son shadow work,
vous ne me voyez pas, mais j'ai utilisé des guillemets, de pouvoir comprendre nos fonctionnements, nos schémas répétitifs, etc., mais de ne pas forcément toujours espérer la réunion dans la matière et de pouvoir continuer sa vie en ayant une pensée douce et apaisée, dans le pardon, la réconciliation, pourquoi pas à distance avec cette même personne. Et pour finir sur cette notion de contrat d'âme, la question centrale, ce serait aussi, mais alors si tout est prévu, est-ce que je suis encore libre ? Alors imaginez deux personnes, une qui tient fortement à sa liberté et une autre qui aime se laisser porter par la vie et tout ce qu'elle a à lui proposer. Évidemment, vous n'aurez pas la même réponse. Tout est affaire de croyance, de vision, de subjectivité, mais aussi d'histoire et de vécu personnel. On parle bien sûr ici du libre arbitre, et je ne m'hasarderai pas, parce qu'on est en fin d'épisode, à en parler, même si c'est un sujet passionnant aussi, c'est de savoir à quel endroit je place ma responsabilité, à quel endroit je peux faire des choix conscients, alignés, et à quel endroit la vie m'amène de toutes les manières devant ce mur que je dois aller regarder sous toutes les coutures, comment il a été monté. Et si on le peut, évidemment, je ne vous souhaite pas des moments difficiles, mais évitez peut-être de se le prendre en plein front. Alors j'aimerais ramener cette simple nuance sur les contrats d'âme, une lecture très psychologique, très ancrée aussi, très pragmatique. Et si les contrats d'âme étaient aussi des schémas inconscients, des répétitions familiales, des conditionnements, de l'attachement, du traumatisme ? Évidemment, il y a plein de pratiques qui permettent d'y avoir accès. Les constellations familiales, j'en ai déjà parlé, de la psychogénéalogie, mais de la psychologie simple aussi. De pouvoir consciemment revenir dans son histoire sans forcément se remettre dans des situations violentes, mais de pouvoir se reconfronter à tous ces schémas, ces conditionnements, cette éducation reçue, et pouvoir constater qu'à l'instant T, est-ce que je suis en train de reconfirmer ce schéma ? Est-ce que je suis encore en train d'aller chercher des salades là où il y a des pommes de terre ? Est-ce que je suis encore en train d'aller essayer de trouver l'amour dans un bar à cocktail alors que je préfère les bars à salade ? Et par ce léger trait d'humour, je sais que certaines se reconnaîtront quand elles me demandent assez régulièrement « mais où puis-je trouver l'homme ou la femme de ma vie ?» Eh bien, en cela, je pense que déjà, il n'y en a pas qu'un ou qu'une, qu'il n'y a pas nécessairement de grand amour pour tout le monde, mais qu'il peut y avoir une succession de grands amours, d'amours qui apprennent tout un tas de choses différentes à certains moments de la vie, et avec lesquels on ne construit pas toujours la même vision de la vie, parce que nous avons des besoins différents, je ne vous l'apprends pas, à 20, 30, 40, 50 et 70 ans. Alors pour terminer cet épisode, si je peux vous donner quand même 2 ou 3 tips sur des choses qui fonctionnent, des choses qui sont empiriques, démontrées, c'est si on souhaite avoir accès à ces contrats d'âme, à comprendre comment elles fonctionnent et surtout en éviter certains, eh bien j'aurais tendance à vous pousser premièrement à aller explorer le terrain de papa, le terrain de maman, le terrain du système familial dans lequel vous avez grandi. Mais aussi de vous pencher peut-être sur le transgénérationnel, sur vos héritages inconscients. Il n'y a pas toujours d'explication karmique à tout. Il n'y a pas toujours de choses extérieures qui est en train de se jouer malgré vous. Il y a aussi parfois des vérités qui sont à l'intérieur de vous. Il y a aussi des traumatismes qui sont encore présents dans vos corps et qui vous amènent à prendre position, à avoir des réactions qui ne sont pas mauvaises, mais qui sont le reflet de ce qui s'est passé dans le passé et qui ont encore un impact aujourd'hui dans vos fonctionnements, dans vos façons d'interagir avec le monde et de mettre en place, de continuer, voire même de terminer certaines histoires. Alors si demain vous vous posez la question de la légitimité, de la compréhension d'un contrat d'âme, quel qu'il soit, ou d'une rencontre avec une personne particulière pour vous, je vous invite à vous questionner de façon très honnête, très sincère. Ce petit exercice n'a pas forcément vocation à être partagé à d'autres, donc dans le secret de vos intérieurs, n'hésitez pas à être très honnête avec vous-même et de vous demander ce que cette relation, ce que ce contrat vous a appris à vous, ce qu'il aurait pu apprendre à l'autre et comment aujourd'hui cette rencontre vous a transformé. Qu'est-ce que ça a induit en vous ? Que ce soit catégorisé comme positif ou négatif. Et de comprendre aujourd'hui à quel moment je pourrais aujourd'hui m'en servir. Quel est devenu mon socle, ma base pour continuer à relationner avec l'autre. À quels endroits j'ai des failles
À quels endroits c'est encore vulnérable et à quels endroits c'est devenu des ressources, des forces. C'est uniquement à cet endroit-là que vous pourrez vous rencontrer vous-même, rencontrer l'autre, avoir une compréhension peut-être plus élargie. Et là, encore une fois, avec une grande honnêteté, vous saurez exactement quels seront les prochains chemins que vous allez emprunter. Est-ce que ça va être de refaire confiance? Est-ce que ça va être à nouveau de rester célibataire pendant quelque temps? Est-ce que vous serez assez honnête avec vous-même pour vous dire quand ça ne va pas, ou quand ça va, ou quand il faut arrêter de faire plaisir à tout le monde, ou quand au contraire il est temps de se remettre en lien avec l'autre et de se mettre au service? Ça, je ne peux pas le faire à votre place. Personne ne le peut. Il ne peut tout au plus qu'y avoir des guides avec des bougies et de vous accompagner dans les tréfonds de votre humanité. Et je termine cet épisode sur ce qui est transmis aujourd'hui, ce qui est proposé. La vente de programmes dans laquelle tous les schémas bloquants seraient annihilés, complètement détruits, où la vie serait la meilleure version possible. Eh bien, au mieux, ce sont des personnes qui n'ont pas encore accepté le caractère interdépendant de l'humanité et du chemin à parcourir pour chaque être humain. Et au pire, ce sont des vendeurs de rêves. Parce que si vous avez l'ambition d'évoluer dans votre vie, eh bien, je suis désolée ou pas de vous dire que sans avoir accès à ces schémas répétitifs, sans avoir accès à ces situations inconfortables, sans avoir aussi accès à ces blocages, quels qu'ils soient, eh bien, il n'y aura pas d'évolution possible. Parce que c'est dans le chaos qu'on arrive encore mieux à se connaître. Les moments de bonheur sont extraordinaires, bien sûr, on les adore aussi, ça n'est pas le sujet. Mais ce que je vous dis tout simplement, c'est d'arriver à comprendre que tout ce chemin, tout ce processus n'est pas là pour rien. Et que si dans un contrat d'âme, vous avez tendance à pointer du doigt l'autre de toutes ces malfaçons, de toutes ces malhonnêtetés, eh bien, faites le test, pointez le doigt sur quelqu'un et regardez, il y a 3 doigts qui pointent vers vous et un doigt qui pointe vers le ciel. C'est une lecture assez symbolique, mais pour le coup très corporelle et très humaine, qui pour moi veut dire que ce que l'autre me fait vivre, eh bien quelque part j'ai aussi quelque chose à comprendre de tout ça. J'ai aussi ma part de responsabilité dans ce que je mets en place, ce que j'auto-induis et ce que je me refais vivre en me racontant des histoires ou en continuant à être en lien avec des personnes qui ne sont pas positives, qui ne sont pas forcément bénéfiques pour moi à cet instant de ma vie. Et comme j'aime aussi beaucoup la nuance, évidemment, je ne vous dirai pas de vous extraire du monde, de ne rester qu'entre vous, entre gens spirituels, conscients, évolués, positifs, toujours good vibes. C'est de vous dire de temps en temps de revenir au sein de l'humanité la plus terre à terre, de continuer à relationner avec des personnes qui vous parlent de la pluie et du beau temps, même si ça n'est pas éminemment un sujet de conscience pure et de spiritualité, ou de laisser votre voisin se plaindre du facteur qui s'est encore trompé de boîte. Ça n'est pas si grave, c'est plutôt même sympa de parler de sujets plus légers, d'entendre l'autre dans sa complainte, mais d'avoir une posture de neutralité. C'est ça qui va faire la différence. Entre un humain qui se bat avec son ego et un humain qui a conscience d'être tombé dans l'ego spirituel et d'imaginer que tout est contrat d'âme, que tout est rencontre, que tout est positivité, que tout est good vibes. Non, ça n'existe pas. Le monde est multifactoriel, le monde est pluriel. On a besoin, dans cette relation d'interdépendance, de coexister avec des personnes en colère, avec des personnes en joie, avec des personnes qui se racontent des histoires, avec des personnes qui ne sortent pas de certains schémas, parce que ça a cette faculté très humaine de nous ramener à nos propres histoires. Oui, évidemment, à se comparer, à se chercher des modèles, à se chercher des excuses, mais aussi de pouvoir avoir accès à cette grande honnêteté dont nous pouvons faire preuve envers nous-mêmes, qui est la plus grande part de responsabilité que nous puissions nous offrir aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Je pense que je n'ai pas tout abordé, c'était très vaste, un peu confus, un peu diffus parfois, mais quand on a décidé de suivre son cheminement de pensée sans trop préparer l'épisode, eh bien il peut se passer ça. Alors encore une fois, merci. Merci pour vos partages, vos écoutes. Je vous dis au prochain épisode et je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti, si vous avez envie de débattre sur certains sujets.
et si la place de la neutralité est possible face à cet immense dossier qu'est le contrat d'âme ou la rencontre d'âme. Si depuis votre place, il paraît complètement absurde de penser que nous ne faisons que cheminer d'une vie à l'autre, ou si selon vous, tout cela fait partie d'un grand plan, un grand mystère dont nous n'avons pas encore toutes les informations. Je vous redis merci et je vous dis à très bientôt.